Amis téléspectateurs de E-Télé, auditeurs de OCFM, bonjour. Tous les Béninois le savent désormais. Patrice Talon est candidat à sa propre succession. Il est candidat pour continuer la dynamique en cours depuis bientôt 5 ans. Et au vu des réalisations, le parti Union progressiste opte pour cette continuité en désignant Patrice Talon hier comme son candidat pour la présidentielle d'avril prochain. On s'attendait à, entre autres, le nom du colistier à proposer à Patrice Talon, mais les recommandations issues de ces assises ont plutôt donné mandat au bureau exécutif national pour consulter les autres formations de la mouvance pour bien évidemment proposer un candidat à la vice-présidence. Comment cela va se faire? Et après les travaux de ce samedi, à quoi devrait-on s'attendre les jours à venir? Ce sont entre autres questions à aborder avec mon invité du jour. Il est bien évidemment membre du bureau politique du parti Union progressiste. Il s'agit de monsieur Ernest Guillaume Sossou. Bonjour. Bonjour, madame. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, malgré peut-être le poids de la fatigue d'hier. Merci bien. C'est un devoir d'expliquer au peuple béninois le processus qui a connu son épilogue hier, samedi 16 janvier 2021. D'accord. Alors, vendredi dernier à Adjong, le chef de l'État a levé tout doute sur sa candidature. Continuer la dynamique, je veux m'y engager, a déclaré Patrice Talon. Rien de plus naturel pour l'Union progressiste. Bien entendu, c'est une excellente nouvelle pour tout le peuple béninois, pour nous particulièrement à l'Union progressiste, que le chef de l'État, à l'occasion de cette sortie, ait dit publiquement qu'il est prêt à s'engager dans la course. Et vous savez que hier, samedi 16 de janvier 2021, nous avons tenu notre assise extraordinaire, assise qui est prévue de longue date, qui est venue un peu comme pour s'approprier ce que le chef de l'État a donné comme information. Nous étions dans notre processus depuis, et donc c'est une coïncidence très heureuse. Coïncidence ou bien une surprise par l'agenda du chef de l'État? Non, pas une surprise. Vous savez, nous ne travaillons pas en marge. Le chef de l'État travaille, nous le suivons très bien. D'ailleurs, quand vous suivez un peu le déroulement des travaux, vous avez compris que au nombre des éléments qui ont milité en faveur du choix du chef de l'État, il y a déjà l'atmosphère, l'ambiance qui a prévalu lors de sa tournée. Et donc, c'est une tournée que nous avons suivie de très près. D'ailleurs, vous savez très bien que l'Union progressiste est très représentée sur le territoire national. Donc, nos maires ont participé à ces assises, à ces rencontres. Et donc, c'est tout un processus qui a conduit à ce que nous avons fait hier. Et donc, il n'a pas du tout été question d'une surprise pour nous. Mais le candidat a dû se déclarer lui-même avant que nous vous entendions finalement sur votre choix. D'où la surprise que constate, je vais dire, bon nombre de Béninois, mais vous dites que ce n'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. Nous-mêmes, nous savions, parce que vous savez, le choix d'être candidat, le choix de choisir un candidat, ça ne se fait pas ex nihilo. Il y a eu des concertations, il y a eu des échanges. Et du coup, nous savions très bien que le chef de l'État, vous savez que c'est la dernière étape à Adjong. Nous savions très bien qu'à la dernière étape à Adjong, que le chef de l'État allait libérer tout le monde. Et nous, que nous allions nous approprier de cette information-là pour... Non, mais là, vous semblez tirer avantage plutôt de ce que le chef de l'État a dit. Non, nous ne tirons pas avantage outre mesure. Vous savez, c'est toute la mouvance présidentielle qui tire avantage de ce que le chef, les nombreux appels qu'il y a eu, que le chef finalement ait répondu, n'est-ce pas, à ces appels-là, en disant oui, je suis d'accord pour aller, pour me représenter. Et donc, ça a été pour nous une délivrance, toute la mouvance présidentielle. Et d'ailleurs, vous avez vu l'atmosphère dans tout le pays, dans les 79 communes de notre pays. Vous avez compris que tout le monde cherchait, n'est-ce pas, que le chef de l'État nous libère. Ah ben je vous prends au mot. Là, vous parlez de délivrance. Peut-être vous avez vous aussi peur que le chef de l'État dise non?
Non, vous savez, oui, c'est vrai que nous avons échangé, nous avons mis la pression sur le chef de l'État, vous l'avez vu. Les gens sont sortis, d'aucuns ont utilisé d'autres circuits pour mettre la pression sur le chef de l'État, mais il fallait s'attendre à ce que, au final, ils disent oui. Et sans que ce oui-là ne soit arrivé, on ne peut conclure de rien. Et donc, nous attendions, n'est-ce pas, ce oui-là qui est heureusement arrivé le vendredi dernier au bonheur de tous les Béninois. Alors, avec tout ce temps que ce choix vous a pris, pour tout le temps donc du choix, on s'attendait plus ou moins à une proposition de nom pour le candidat à la vice-présidence, mais on n'a rien eu. Les travaux, on parle plutôt de consultation avec les autres forces de la mouvance en place pour désigner ou proposer un colistier à Patrice Talon. On a bien envie de vous demander tout ça pour ça. Oh non, vous savez, d'abord je voudrais revenir un peu au contexte et à l'environnement politique qui a beaucoup changé dans notre pays. Vous savez, le système partisan, par les réformes qu'on a connues il y a quelques mois, quelques années, ces réformes ont conduit, n'est-ce pas, à repositionner les partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques, quelques groupes qui veulent. Il y a tout un processus qu'il faut conduire. Et donc, ces changements qui sont intervenus dans l'environnement politique ont été de bons changements et l'Union progressiste a voulu profiter pour assurer le leadership. Assurer le leadership suppose qu'on fait les choses comme cela se doit. Et donc, ce que vous avez vu le samedi dernier est, je dirais, la résultante de toute une grosse activité déjà démarrée il y a longtemps et qui a connu son épilogue le samedi dernier. Je veux dire quoi? Je veux dire que l'Union progressiste considère que l'environnement a changé et que, au-delà de l'Union progressiste, il y a d'autres formations politiques qui disent soit la même chose que nous, soit le contraire de ce que nous disons. De ce point de vue, on ne peut plus évoluer en considérant qu'on est seul. Du coup, le processus que nous avons conduit et qui, sans embâche, a désigné le président Patrice Talon comme notre candidat aux élections du 11 avril 2021, ce processus n'a pas oublié qu'au-delà de nous, il y a d'autres acteurs que nous gagnerions à consulter, que nous gagnerions à impliquer dans le choix. Parce que on a été unanime à choisir le président Patrice Talon, mais nous souhaitons, et c'est ce que vous avez vu, les délégués de chaque département qui portent la parole de tous les maires de chaque département, qui, eux, ont porté la parole de toutes nos structures sur le territoire national. Et donc, c'est un processus pyramidal qui a conduit, n'est-ce pas, à cette décision qui veut que l'Union progressiste consulte les autres forces politiques, échange avec les autres forces politiques pour créer une synergie. Une synergie qui propose au chef de l'État le nom de son colistier. Donc voilà un peu ce qui a prévalu, ce qui a fait que vous n'avez pas eu, n'est-ce pas, le nom du colistier, mais c'est un processus qui a démarré et qui va connaître son épilogue sous peu. Et on ne tardera pas à vous libérer, comme le chef de l'État l'appelle le vendredi. Et justement, de ce processus, on va en parler. Il susurre les noms de Sekala Fia, de la Biochané, du général Guian, etc. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, quand on l'a observé les 5 dernières années, n'est pas son colistier qui veut. C'est quelqu'un qui est très travailleur, vous l'avez vu à la tâche. Lui-même, il nous l'a dit qu'il avait eu tout le temps la tête dans les guidons. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé. En tout cas, s'il nous arrive d'aborder cet aspect des choses, je vous dirai mon sentiment, ce que j'ai vu, pour avoir travaillé à ce niveau que vous savez. Et donc, n'est pas colistier du président Patrice Talon qui veut. Et puis, vous savez aussi qu'avec le changement qui est intervenu dans l'environnement politique, on se doit de trouver la personne qui, en tout cas, est représentative de nous tous pour s'adjoindre au président Patrice Talon. Et les noms que vous avez cités sont des noms valables.
Nous connaissons très bien ces personnalités, la valeur qu'elles ont, leurs capacités, nous les connaissons. Et donc, si ces noms-là ont été cités, c'est à juste titre. Et ces noms ont été donc cités parce que ces personnes-là ont les compétences nécessaires pour assurer ce rôle-là. C'est d'ailleurs pourquoi il nous faut faire le choix. Il nous faut faire le choix, le bon, le choix en allant, n'est-ce pas, dans la concertation, en allant dans des échanges, en se consultant et en réussissant de façon consensuelle à dégager la personne qui, n'est-ce pas, va pourra faire le job ou rester, voilà, s'associer au président pour que en tout cas, notre ticket puisse être le ticket gagnant. Mais il faudra aussi que le chef de l'État accepte cette proposition, puisque est-ce que le choix ne lui revient pas aussi, plus ou moins? Bien sûr. D'ailleurs, c'est pourquoi nous n'avons pas dit que nous allons informer le chef de l'État ou lui imposer celui qui va être son colistier. Nous avons dit que nous allions nous concerter, toutes les forces politiques autour de la mouvance présidentielle, nous allons nous concerter, dégager la personne que nous allons proposer au chef de l'État. Et donc, il ne s'agit pas d'une imposition, mais d'une proposition. Voilà. D'accord. Cette consultation inclut ces formations-là qu'on connaît, le Bloc républicain, le Parti Moël et autres. Voilà. Est-ce que vous avez établi peut-être des critères pour vous retrouver tous dans la proposition à faire? Puisque chacune de ces formations-là peut vouloir que le candidat à proposer vienne donc de son parti. Oui, vous savez, chacun veut que le candidat vienne de son parti. Et vous savez qu'il y a un intérêt à avoir un de ses camarades de parti, comment on dit, positionné à ce poste-là. Il y a un intérêt à ce que cela soit le cas, mais nous allons, n'est-ce pas, mettre devant l'intérêt général, l'intérêt de nous tous. Et donc, je ne dévoilerai pas des critères. L'intérêt général, certes, mais vous avez tous des... Je parle des partis. Les partis ont tous des ambitions pour ne pas tirer peut-être chacun le droit de son côté. Bien sûr. Vous n'avez pas établi des critères. Non, il y a des critères, bien entendu. Non, il y a des critères que je ne dévoilerai pas ici. On n'a pas demandé le nom. C'est pas bien séant, c'est pas bien du tout que tout de suite dans la rue, qu'on commence par dire que telle personne n'est pas qualifiée parce que le DC a dit sur le plateau de iTélé qu'il faut remplir telle condition. Je ne le ferai pas. Mais je vais juste vous dire que ce processus-là va aboutir au choix de la personne qui est la mieux qualifiée pour, n'est-ce pas, occuper ce poste. Et ça va être de l'intérêt de nous tous, que ce soit de façon consensuelle que la personne soit choisie. Et je peux vous garantir que la mouvance présidentielle aujourd'hui est dans une dynamique qui nous permet, n'est-ce pas, d'atteindre cet objectif-là sans grande difficulté. Donc, je sais que vous imaginez que ça va être tiré de tous les côtés. Chacun va vouloir tirer le drap de son côté. Absolument, et ce serait légitime aussi. Bien entendu, c'est légitime. C'est légitime que chacun veuille que ce soit, n'est-ce pas, un membre de son parti qui gagne, n'est-ce pas, ce poste. Mais nous n'allons pas oublier l'intérêt, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle. Et donc, nous allons faire les concessions qu'il faut, chacun, n'est-ce pas, de son côté, pour que ce processus aboutisse et que très rapidement, nous puissions poursuivre la marche vers le 11 avril où nous promettons une victoire écrasante. Il faut que vous vous abstenez de nous parler de ces critères-là. On va aborder l'autre résolution de vos assises, ou plutôt c'était une motion issue de la rencontre d'hier. Et bien, elle est relative à la procédure de parrainage des candidats. Et cette motion stipule clairement que les députés et maires élus sur les listes UP doivent parrainer tout candidat soutenu par un parti ayant une existence légale. Est-ce une volonté de l'UP d'écarter peut-être les candidats indépendants, les candidats qui évoluent en solo? Vous savez, nous sommes dans la logique de notre Constitution. La Constitution dévolue aux partis politiques le rôle de l'animation de la vie politique. Et une élection présidentielle est une élection hautement politique. Vous comprenez qu'un parti politique, surtout avec l'environnement politique qui a changé et dont je vous ai parlé, qu'un parti politique encourage
les aventures individuelles. Nous ne voulons pas encourager les aventures individuelles. Vous savez que les lois, les tests, en tout cas toutes les considérations prennent en compte la liberté, n'est-ce pas, du parrain. Le parrain est libre, n'est-ce pas, de parrainer qui il veut. D'accord? Mais nous, en tant que parti politique, nous souhaitons que nos parrains, ceux qui sont qualifiés pour jouer ce rôle, que ces personnes-là donnent leur parrainage à ceux qui sont des émanations des partis politiques. Parce que nous voulons contribuer, et ça l'Union progressiste l'a affirmé et l'a martelé à plusieurs reprises, nous voulons contribuer à l'enracinement de la démocratie. Et votre volonté écarte ces candidats-là qui n'ont pas de parti. Et en plus, il n'a écrit nulle part que le candidat provienne forcément d'un parti politique. Non, il n'est écrit nulle part. Et l'Union progressiste n'interdit pas non plus. Mais vous n'interdisez pas, mais vous semblez, puisque vous dites que les élus doivent parrainer forcément des candidats qui viennent de certains, ou qui viennent de partis, voilà. Vous écartez des gens. Non, on écarte personne. Je vous ai dit que l'élu qui parraine est libre. D'ailleurs, le parrainage, vous l'avez vu. Sans représailles. Sans représailles. Il n'y a pas de représailles en termes de ce choix-là que le parrain fera. Non, il n'y a pas de représailles. D'ailleurs, est-ce que le parti saura qui il a parrainé? Vous savez très bien que la Sénat a dit que le parrainage est secret. Donc, nous ne verrons pas qui, n'est-ce pas, notre camarade a parrainé. En plus, parrainer ne veut pas forcément dire voter pour. C'est juste un mandat. Pas du tout, c'est un mandat. Donc, pourquoi ne pas ouvrir le champ simplement? C'est totalement ouvert. C'est totalement ouvert. Mais cela n'exclut pas qu'un parti politique fasse des suggestions. Et vous savez très bien que la posture qui est la nôtre aujourd'hui, la posture de l'Union progressiste, nous engage à soutenir l'enracinement de la démocratie. Et l'enracinement de la démocratie repose sur, n'est-ce pas, l'animation de la vie politique par des partis politiques au vrai sens du terme. Et vous avez vu les changements qui sont intervenus, les réformes qui sont intervenues sont allées dans ce sens, dans le sens de création et de fonctionnement de vrais partis politiques, de partis politiques à envergure nationale. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi si nous donnons, n'est-ce pas, privilège aux partis politiques, nous donnons privilège à ceux-là qui sont des émanations des partis politiques, nous contribuons à enraciner les bases de ces partis-là. Donc, n'en voulons pas à ces candidats qui vont se sentir lésés. Non, nous ne leur en voulons pas. Ces partis, ces individus qui vont vouloir se présenter n'ont qu'à tout simplement échanger avec les parrains. Mais vous avez la majorité des parrainages aussi. Mais nous n'interdisons pas à nos parrains de parrainer qui ils veulent. Et donc, je crois que vous comprenez bien la logique qui est la nôtre aujourd'hui. Nous ne voulons pas que, à un moment donné, on oublie que nous avons besoin d'enraciner les bases de nos partis politiques. De faire en sorte que nous ayons de grands partis, des partis qui grandissent en ayant à cœur, n'est-ce pas, le développement de notre pays. Et pour y arriver, il faut vraiment que ces partis-là puissent être d'envergure nationale. Que ces partis puissent vraiment, en tout cas, contribuer à l'expression du suffrage comme l'a voulu, n'est-ce pas, la Constitution. Et donc, pour ce faire, il faut bien que privilège soit donné aux candidats de ces partis-là. Parce qu'en réalité, vous comprenez un peu notre position. Notre position, c'est que nous voulons, au-delà de tout, que dans ce débat, qui est celui, n'est-ce pas, des élections présidentielles, qu'on n'oublie pas totalement les partis politiques. Puisque, au final, c'est eux qui animent la vie politique de notre pays. Oui, on ne refute pas la thèse que vous essayez de développer, mais ce faisant, est-ce que vous ne pensez pas que vous accordez plutôt crédit à ceux-là qui ne voulaient pas du parrainage depuis le début? Non, est-ce que de toute façon le parrainage est institué? Oui. Le parrainage est institué et très clairement nous irons aux élections présidentielles prochaines avec le parrainage. Et donc le débat qui a consisté à dire oui, certains ont refusé, certains
l'ont accepté, ne me paraît pas un débat à continuer, à être mené encore. Non, le débat n'est plus sur le refus de cette frange-là, mais Oui. plutôt sur votre posture, plutôt à analyser vos recommandations, les motions issues de votre session d'hier. Oui. Le débat, il est là. Par exemple, je prends un cas au hasard. Le candidat qui s'est déjà déclaré, monsieur Dossou Yannick, je crois bien, il n'est pas d'un parti politique, à ce que je sache. Oui. Et donc, il ne pourra pas espérer, peut-être, vous avez 17, vos députés, vos maires, on pourrait les accompagner. Mais si ces députés et maires choisissent de rester donc dans les recommandations, plutôt dans les directives de votre parti, ils ne pourront pas. Oui, Donc c'est simplement, pourquoi ne pas enlever le veto? Voilà. Non, il n'y a votre pas parti un veto. impose finalement Il n'y a un pas veto. un veto. Non, 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 madame. Je ne voudrais pas qu'on perçoive cette recommandation comme un veto, une interdiction formelle, d'accord, que nos parrains, nos élus, n'est-ce pas, parrainent des gens qui ne sont pas des partis politiques. Non, ce n'est pas une interdiction. Après tout, vous aurez pu ne pas mettre cette phrase dans votre motion, qu'on n'en serait pas si on ne l'avait pas mise, cette phrase, si on ne l'avait pas mise, c'est que nous sommes mis en porte-à-faux avec, n'est-ce pas, notre ligne. Notre ligne, je vous ai dit tout à l'heure que l'Union progressiste veut assurer le leadership, n'est-ce pas, de la transformation du système partisan. C'est vrai, les tests l'ont dit, mais il faut que dans nos actes, dans nos comportements de tous les jours, on sente qu'effectivement, nous sommes en train de donner corps aux changements qui sont intervenus dans les documents, dans les tests. Et donc, les changements, quand vous regardez les tests, aucune autre entité n'a les prérogatives pour animer la vie politique. C'est les partis politiques. Et c'est pourquoi nous avons dit, bien entendu, les parrains peuvent parrainer qui ils veulent. Mais les nôtres, nous les conseillons, nous leur donnons le conseil, n'est-ce pas, de privilégier les candidats qui sont issus des partis politiques. Parce que pour nous... Pourquoi ne pas simplement attendre, vu que vous avez la majorité des élus, attendre qu'après la présidentielle, vous retourniez à l'Assemblée pour peut-être revoir la procédure de candidature à la présidentielle, imposer peut-être ou proposer, j'allais dire, que les candidats proviennent d'un parti, puisque là, vous semblez changer un peu. Non, 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 on n'a pas changé, on n'a pas changé les règles, madame. Je vous explique tout simplement que l'Union progressiste n'interdit pas à ses élus de parrainer qui ils veulent, mais l'Union progressiste souhaite que privilège soit donné aux candidats qui viennent des partis. politiques. Ça, on l'a compris. Voilà, c'est ceux laissés en rade qui non, il n'y a pas de gens laissés en rade. Mais écoutez, je vais vous poser une question. Vous pensez qu'il y a un candidat aujourd'hui qui peut, n'est-ce pas, se présenter à l'élection présidentielle du 11 avril sans avoir même si c'est un petit parti comme soutien? C'est pas possible. D'ailleurs, j'ai vu des regroupements, même dans l'autre camp, j'ai vu des gens qui ont été obligés de s'acoquiner, de s'associer. On ne peut plus aujourd'hui, on ne peut plus avancer dans ce processus-là, on ne peut plus avancer sans les partis politiques. Ce n'est pas possible. Faire cavalier solitaire aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et donc, c'est d'ailleurs un encouragement, n'est-ce pas, que l'Union progressiste dit à l'endroit de ceux-là qui vont, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle et qui pensent qu'il faut négocier, discuter avec les partis politiques. Vous savez, on peut devenir membre d'un parti politique à tout moment. Et donc, si cette recommandation de l'Union progressive peut inciter certains qui avaient pensé qu'ils peuvent faire cavalier solitaire. Non, cette appartenance à l'heure serait purement occasionnelle. Non, mais même si, mais c'est déjà quelque chose. Si ça peut les obliger, ça n'a participé pas à l'enracinement de grandes formations comme vous le... Mais bien sûr, mais c'est pourquoi je dis si ça peut aider des gens, ça peut les conduire, n'est-ce pas, à rafistoler ou à colmater les brèches, pourquoi pas? Nous disons que nous voudrions que l'expression du suffrage universel soit totalement déterminée, soit, comment on appelle, l'œuvre, n'est-ce pas, des partis politiques. Voilà un peu la posture qui nous a conduit à faire cette recommandation.
Donc, ce n'est pas dans l'idée des quartiers. Non, 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 non. D'ailleurs, nous encourageons tout le monde à discuter avec nos élus pour obtenir leur parrainage. D'accord. Alors, parlant justement du parrainage, cela a fait objet de recours et la Cour constitutionnelle a rendu sa décision il y a quelques semaines déjà. Et ce verdict de la Cour a fait objet de plusieurs réactions. La dernière en date est celle de l'ancien président de cette même Cour constitutionnelle. Il s'agit du professeur Théodore Hollo, qui estime que les juges ne devraient pas se déclaré incompétent. Et aussi par rapport au mandat présidentiel, on va aborder le mandat présidentiel tout à l'heure, mais par rapport au parrainage, on n'a entendu aucune réaction peut-être de l'Union progressiste. C'est plutôt l'omerta avec vous. Non, madame. Vous savez, nous n'avons pas voulu discuter de ce sujet parce que ce n'est pas un sujet d'actualité, madame. C'est pas un sujet d'actualité. C'est un sujet qui tient mais on à cœur, qui anime, je vais dire, l'actualité politique en ce moment. Ne pas voir ce grand regroupement, comme vous le dites si bien, avec vos élus, ne pas entendre votre parti. Oui, mais madame, vous imaginez, plus ou moins vous voyez... C'est tout comme si vous n'êtes plus sur le terrain, vous laissez les choses se faire et puis vous voyez observez. Un parti politique comme l'Union progressiste, cette grande machine moderne attendez, cette grande machine moderne qui travaille et qui a des objectifs que vous connaissez, vous voyez ce parti-là répondre à un audio attribué à c'est pas forcément exclusivement sur la déclaration du professeur, mais avec toute cette actualité. Oui, madame. Bon, vous voyez, l'actualité politique, nous débattons de cela lorsque nous pensons que cela Donc vous choisissez vos actualités? Oui, oui, dans une certaine mesure. L'actualité qui nous aide, n'est-ce pas, à progresser dans le processus de développement de notre pays. Il y a des débats inutiles qu'il ne faut pas mener. Vous avez attribué cet audio que nous avons tous écouté au professeur Hollo. Moi, je veux bien, en tout cas, moi, individu, Ernest Sossou. C'est pas moi qui l'attribue, il était sur la chaîne allemande, la Deutsche Welle. Bon, nous on a entendu, moi j'ai entendu un audio, je veux bien que, si c'est effectivement le professeur Hollo, que ce soit... Le professeur Hollo, c'est quand même un homme public. Un homme public, et moi je voudrais qu'une sortie de ce grand homme de droit se fasse dans les je dirais, dans les contextes que nous aurions souhaité avoir. Un professeur Hollo que nous voudrions avoir sur un plateau de télévision qui nous parle de choses, de sujets techniques. Nous n'avons pas eu droit à cela, et je crois que cette sortie du professeur Hollo, en tout cas, cette sortie qui est attribuée au professeur Hollo, si c'est vrai que c'est lui, je considère que c'est une sortie politique. Oui, c'est une sortie totalement politique qui n'a, à mon avis, rien à voir avec... Sur la question du parrainage, parce que deux sujets plus ou moins étaient au cœur de la sortie dans son entièreté. C'est parce que la sortie, en tout cas, a structuré l'intervention autour, n'est-ce pas, de la révision de la Constitution. Et donc, je trouve que c'est une sortie totalement politique, tout simplement parce que vous avez la révision de la Constitution date de novembre 1999. La révision ou bien la Constitution elle-même? Non, la révision de la Constitution. Elle est intervenue en novembre 2019. Voilà. 2019. La Constitution elle-même est de 90. De 90. Voilà. La révision est intervenue en novembre 2019. Il y a plus d'un an de cela. Et donc, si sur ce sujet majeur, le professeur Hollo attend un an et quelques après pour intervenir, je crois qu'il y a un problème. Il a intervenu par rapport à l'actualité du verdict, pas sur le... Donc, vous comprenez que c'est politique. L'actualité du verdict, vous voyez un peu, c'est lié à l'actualité politique. Et donc, le débat qui est fait, la sortie elle-même, pour moi, est une sortie politique. Et quand vous regardez le contenu également est politique. Totalement politique. Quels sont ces éléments qui vous emmènent sur ce terrain? Ben, écoutez, je vais aborder la question du parrainage.
Et la Cour constitutionnelle a dit qu'elle n'est pas compétente pour, n'est-ce pas, juger de la volonté, du bon vouloir du constituant. Et le professeur Olo semble recuser cela. Et je crois que c'est là tout le paradoxe. Quand vous regardez notre Constitution, dans les tout premiers articles, vous voyez une formule. Et cette formule-là, je crois que c'est bien écrit, nous, peuple béninois. Et c'est écrit en grand caractère. Et normalement en gras. Ça veut dire que le peuple béninois se retrouve dans toute sa souveraineté. Le peuple béninois se retrouve au-dessus de tout quand il s'agit de notre Constitution. Quand il s'agit de la Constitution, c'est le peuple béninois qui décide de l'assiette constitutionnelle. Qu'est-ce que nous, de quelle manière allons-nous vivre ensemble? C'est du ressort du peuple béninois. Et la Cour constitutionnelle a dit tout simplement qu'en cette matière, si le peuple béninois décide de procéder de telle manière, il n'est pas de son ressort de lui dire non. En fait, c'est ce que la Cour a dit. Et si la Cour dit cela, je ne crois pas qu'on puisse nous dire que la Cour n'a pas raison. C'est-à-dire, le peuple béninois dit, désormais là, pour être candidat aux élections présidentielles, nous voulons que vous, candidats, que quelques élus que nous avons bien voulu accepter, que ces élus-là vous parrainent. Quand le peuple dit ça, donc c'est une cour qui va dire que non, le peuple ne doit pas dire ça. À quel titre? Quelles vont être les prérogatives de cette cour, d'une cour ou d'une institution ou de toute autre chose qui nous dira que le peuple n'a pas le droit de le dire. Donc vous rejoignez cette analyse qui dit que la Cour constitutionnelle est restée dans son rôle de contrôle de la procédure, pas du contenu. Bien entendu, elle n'a pas compétence pour juger du contenu, pas du tout. Mais elle a plutôt compétence à dire tel que vous avez dit est conforme à la Constitution. Et la Constitution est claire là-dessus. Elle est claire, elle dit que la Cour, lorsque nous prenons un acte ou que nous votons une loi, la Cour est qualifiée à vérifier si ce que nous avons fait est conforme à la Constitution. Mais à aucun moment dans la Constitution, il n'est dévolu à la Constitution, à la Cour constitutionnelle, le rôle de nous dire le contenu de la Constitution. Non. Et c'est ce que la Cour a dit, de façon claire et nette. Je ne crois pas que là-dessus, qu'il faille faire des polémiques, qu'il faille faire... D'ailleurs, les décisions de la Cour sont dites sans recours. Alors, j'ai senti, dans ce débat-là, j'ai senti quand même un certain nombre de choses qui me paraissent très anormales. Lesquelles? J'ai constaté qu'on dénie totalement au peuple, on dénie totalement à toute autre personne de discuter, de donner son point de vue par rapport à cette question de constitution, de révision de la constitution, du contenu de la constitution. J'ai même entendu certains dire le gouvernement, la mouvance présidentielle, ils n'ont qu'à désigner le meilleur technicien parmi eux et qu'ils se préparent très bien pour m'affronter dans un débat parce que le débat sur la constitution est un débat technique, que c'est un débat purement technique et que on veut des constitutionnalistes, on veut des hommes de droit pour faire le débat. Non, je crois que c'est excessif. C'est très excessif et il faut que nous sachions raison de garder à chaque fois que nous avons à nous prononcer sur des questions relatives à notre vivre ensemble. D'accord. Monsieur Chouchou, l'autre aspect, c'est bien évidemment le prolongement du mandat du chef de l'État. De l'analyse du professeur Olo, on retient que cette volonté de l'alignement des mandats ne doit pas être rétroactive, c'est-à-dire la loi sur l'alignement des mandats ne doit pas être rétroactive. Bon, oui, le professeur Olo l'aurait dit. Comme je vous ai dit, je ne m'attendais pas à écouter le professeur Olo de cette manière-là.
Mais puisque c'est une sortie politique qu'il a faite, moi je pense qu'on peut bien discuter de la chose. Vous savez, j'ai quelques questions, parce que quand on regarde l'histoire de notre pays, on constate qu'il y a des faits sur lesquels il faut vraiment faire un rétrospectif et puis aller voir ce qui s'est passé. Et ça nous permet de mieux concevoir le futur et même le présent. Même le présent. Vous savez, le professeur Olo est passé très rapidement sur quelques aspects de notre passé. Je voudrais y revenir pour qu'on élucide un certain nombre de questions. Moi, je suis très clair là-dessus. La Constitution, la loi qui révise la Constitution du 11 décembre a dit clairement que pour aligner les mandats et pour permettre au peuple béninois de tenir les élections générales au cours d'une même année, vous savez très bien les perturbations que nous connaissons lorsque nous avons à faire des élections répétées pendant le mandat, il y a au moins 3 à 4 élections à organiser. Et vous savez que dans l'intervalle de 6 mois, le pays est en grosse activité politique et cela perturbe, n'est-ce pas, les performances du pays. Et donc, il y a cette volonté du peuple acceptée de nous tous de tenir les élections en une période pour permettre, n'est-ce pas, les activités, autres activités de poursuivre leur cours. Et donc, cela amène à aligner les mandats. Et je crois que c'est une volonté majeure et c'est une étape importante. Si nous réussissons à faire cela, ce que nous tirons comme gain, nous l'imaginons. Et j'ai l'impression qu'on pense que cela n'est pas suffisant, n'est-ce pas, pour glisser un mandat. C'est ce que je comprends de ce que ceux qui sont intervenus pour, comment on dit, pour contredire la révision sur ce point-là. C'est ce qu'ils ont dit pour la plupart. Mais je voudrais partir de l'article 157 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose que le président de la République et l'Assemblée nationale, à la fin de la période transitoire, devraient entrer en fonction au plus tard le 1er avril 1991. Et donc, il y avait, n'est-ce pas, un gouvernement de transition qui était en fonction quand nous avons fait les élections et le président Soglo a été élu. Et la Constitution enjoint à tous les acteurs de faire prendre fonction à l'Assemblée nationale et au président de la République au plus tard le 1er avril 1991. Mais le président Soglo a prêté serment le 4 avril 1991. La question moi je suis profane, hein, je ne suis pas homme de droit, je ne suis qu'un petit économiste, mais la question qu'on se pose, qui a dirigé le Bénin, d'accord, notre pays, le Bénin, qui l'a dirigé du 1er avril 1991 au 4 avril 1991. Cette même constitution, dans les mesures transitoires, a dit que le gouvernement de transition poursuit sa fonction jusqu'à ce que les nouvelles institutions ne se mettent en place. Je me l'explique tout simplement en disant que comme le président Soglo, comme l'a dit le professeur Olo lui-même dans son intervention, comme le président Soglo avait eu quelques difficultés de santé, le gouvernement de transition certainement a poursuivi, n'est-ce pas, sa fonction jusqu'au 4 avril. Mais en ce moment-là, le mandat que la Constitution avait donné au gouvernement de transition a été tout simplement prorogé pour répondre à cette difficulté-là que le président Soglo était malade et ne pouvait pas, n'est-ce pas, entrer en fonction avant le 4 avril. Donc il y a eu prorogation. Pour moi, c'est mordicus. À plusieurs reprises déjà, nous avons prorogé les mandats de président de la République. Et si nous l'avions fait plusieurs fois par le passé, pourquoi pas devant un cas de force majeure, cette volonté du peuple de tenir les élections générales, pourquoi ne peut-on pas glisser un mandat?
Je n'ai pas fini. C'est sur les 45 jours que si on a pu le faire pendant 1 minute, on peut le faire pendant 100 les 45 jours qui Mais attendez, ce n'est pas fini. actuellement. Ce n'est pas fini. Si on nous dit que le président Soglo est supposé diriger le Bénin depuis le 1er avril, comme l'a stipulé la Constitution, ça veut dire qu'il a dirigé le pays pendant plus de 5 ans. Il a dirigé le pays pendant 5 ans, 4 jours. Son mandat... 4 jours. 4 jours. Si on a pu le rallonger de 4 jours, pourquoi pas? Mais ce n'est pas fini. Le président Mathieu Kérékou, qui a gagné les élections de mars 1996, à la suite de ces élections-là, le président Kérékou, qui devrait prendre fonction le 4 avril, n'a prêté serment que le 6 avril 1991, qui a dirigé le pays pendant cette période-là. Il y a bien quelqu'un, parce que nous avons fouillé les archives, nous n'avons pas trouvé de formalité, de vacances de pouvoir, ni accomplies ni par l'Assemblée nationale, ni par la Cour constitutionnelle. Donc quelqu'un a dû diriger notre pays, soit le président Soglo ou bien c'est le président Kérékou. Si c'est le président Kérékou qui l'a fait, il n'a pas pu diriger notre pays pendant un mandat de 5 ans, mais c'est un mandat de 5 ans plus 2 jours. Et si c'est le cas, pourquoi pas aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la ferme volonté. Le 45 jours, comme je le disais. Le débat, est-ce sur le temps que dure ou bien le principe? Quand j'ai écouté les acteurs, la problématique, c'est le principe. Mais si c'est le principe, il n'y a pas photo. On l'a fait à plusieurs reprises déjà, pourquoi pas maintenant? Moi, je veux dire simplement aux acteurs politiques qui contestent cet aspect de la révision. S'ils ont un problème avec le président Patrice Talon, qu'ils le disent et qu'on fasse le débat. Si c'est le président Patrice Talon qui est en cause, qu'on nous dise. Là, le débat sur le mandat, ce n'est pas un débat qui concerne personnellement le président Patrice Talon. Si ça ne concerne pas... C'est un débat sur les lois votées, monsieur Sossou. Madame, si ça ne concerne pas le président Patrice Talon, je viens de vous démontrer que, à 2 reprises, que nous avons déjà fait quelque chose du genre. C'est vrai qu'il y a un précédent. Est-ce que nous allons continuer dans cette même forme de faire les choses? C'est ça la question. Mais bien entendu, si on pose le débat en termes de... bon, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Et pourquoi continuer? Si c'était en ces termes que le débat est posé, on le mène. Mais si on dit non, j'ai entendu des gens dire 5 ans, c'est 5 ans, pas une seule seconde. Mais c'est à croire qu'ils ont totalement oublié notre histoire. Quand on prend la parole publiquement, il faut savoir raison garder. On nous dit 5 ans, c'est 5 ans, pas une seule seconde. C'est le président Patrice Talon qui est en cause. Si c'est le cas, qu'on nous le dise très clairement. Pour dire, nous ne voulons pas sentir l'homme. Il nous a fait des choses, etc., etc. Et on va faire le débat simplement. Mais ce qu'on fait là, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. On l'a fait plusieurs fois. Et vous aussi, vous avez dit, on l'a fait plusieurs fois, pourquoi ne pas continuer? Non, ce n'est pas pourquoi ne pas continuer. C'est ce que vous laissez entendre. C'est-à-dire quoi? Ce que nous disons est très clair. À chaque fois que nous avons des difficultés, où nous sommes coincés, nous trouvons des moyens pour avancer. Nous sommes d'accord. Nous sommes coincés parce que nous voulons tenir les élections dans la même période. Et les mandats, initialement, n'étaient pas harmonisés en termes de durée. Il faut les harmoniser. Pour les harmoniser, il y a forcément un glissement qu'il faut faire. Et cet exercice qui a conduit à proposer qu'on glisse les mandats, etc., a dû être un exercice difficile. Une réflexion profonde pour trouver, n'est-ce pas, ces modalités pratiques qui nous permettent de tenir. Et donc, on ne vient pas parce que, bon, pour des raisons inavouées, des raisons que nous ne connaissons pas du tout, on ne vient pas nous dire non, jamais on ne fera pas. Mais mais on l'a déjà fait. Quand vous posez le débat en ces termes, nous, on vous dit non, on l'a déjà fait plusieurs fois. Pourquoi vous voulez? Si c'est la personne qui est en cause, dites-nous pourquoi. Donc voilà, madame, sur la question de la révision des élections générales, de l'alignement des élections générales, de l'alignement des mandats, etc. Voilà un peu le débat. Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, glisser le mandat pour répondre à des cas de force majeure, nous l'avons déjà fait, et cette fois-ci, d'ailleurs, les autres fois que ça a été fait, ça n'a pas été aussi techniquement réussi que cette fois-ci, parce que les autres fois, nous ne savons pas qui
a dirigé quoi, qui a fait quoi. Aujourd'hui, c'est clairement inscrit dans une constitution que pour des cas de force majeure, que le président de la République qui est là, d'accord, qu'on observe une prolongation de son mandat pour répondre à des situations. Et donc, ça, c'est dans les règles de l'art. Et le paradoxe, c'est que les gens, sachant que la chose a été faite plusieurs fois, déjà contestent ce qui se fait là, et qui est prévu, et qui est normal, et qui est fait dans les règles de l'art. Voilà. Donc, je dis, ce débat-là n'est pas un débat à mener. Nous allons observer le glissement du mandat. Ça nous permettra de tenir les élections de 2026 de façon générale. En tout cas, c'est la direction que le peuple a choisie. Et nous allons, nous, en ce qui nous concerne à l'Union progressiste, nous n'allons pas déroger, nous allons suivre la direction que le peuple a indiquée en la matière. L'autre actualité de la semaine, c'est bien évidemment ce front pour la restauration de la démocratie, parce qu'avec ce verdict de la Cour constitutionnelle, l'opposition, je préfère dire une partie de l'opposition parce que ce n'est pas toute l'opposition, cette partie de l'opposition s'en remet à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et dans le même temps se met en une formation, en un creuset dénommé Front pour la restauration de la démocratie, et ce front qui est constitué entre autres des démocrates de l'UDD de M. Houdé et aussi du mouvement de Joël Aïvo a les mêmes revendications. Ce front parle d'abord de l'audit de la LEPI. N'est-ce pas là une revendication, je ne vais pas dire légale, mais plus ou moins légitime? Oui, vous savez, j'ai suivi cette actualité comme tous les Béninois et je dis tant mieux que l'opposition puisse s'organiser. Je peux vous dire que s'organiser dans les périodes qui sont celles que nous avons connues depuis quelques mois, c'est la chose la plus difficile. Nous, à l'Union progressiste, vous savez, pour mettre le parti sur les fonds baptismaux, pour réussir les différentes étapes, pour réussir à se conformer. Je peux vous dire que moi, parce qu'il y a une pièce de mon dossier qui n'était pas conforme, c'est nuitamment que j'ai quitté Cotonou à 0 heure pour me rendre à Abomey, aller chercher la pièce pour que le lendemain je puisse déposer, afin que le parti puisse... Bref, c'est pour vous dire que conduire un parti politique aujourd'hui, c'est la chose... en tout cas, ça fait partie des choses les plus difficiles. Et donc, que l'opposition s'organise, je crois que c'est une bonne chose. Parce que nous, à la mouvance, nous voulons le challenge. Nous voulons la compétition. Et donc, s'ils s'organisent, ça augure de bonnes perspectives pour, n'est-ce pas, les échéances qui viennent. Alors seulement, je crois qu'il faut qu'on soit cohérent. On soit cohérent. Les débats qui ont cours aujourd'hui tirent leur source de ce que l'opposition s'est refusée de participer aux élections législatives. Vous savez, le débat sur la révision de la Constitution a été mené à l'Assemblée nationale. Et du coup, comme elle était absente, elle n'a pas pu contribuer au débat. Et donc, ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, c'est la charte des partis qui est, le code qui est vilipendé. On a dit non, que c'est... Mais aujourd'hui, j'observe que chacun des partis politiques que vous avez cités là sont passés par là. C'est-à-dire quoi? Ils sont allés se conformer. Vous parlez d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Oui. Décision qui demande que l'on revienne sur la révision de la Constitution, tout ça. Et je crois que les Béninois, unanimement, ont décidé de ne pas regarder de ce côté, puisque les partis politiques, d'ailleurs de l'opposition, qui étaient contestataires de ce processus-là, ont fini par se conformer. Donc, on finit par accepter la loi. Vous comprenez un peu mon idée? Au départ, il était dit non, nous ne voulons pas. Et c'est d'ailleurs ça qui a conduit, n'est-ce pas, à un recours auprès de la Cour. La Cour a rendu des décisions, mais nous voyons aujourd'hui les partis politiques se mettre
en conformité avec ces mêmes tests. Ça augure de bonnes perspectives. Ça veut dire que nous allons aux élections, n'est-ce pas, dans le cadre juridique, dans le contexte juridique qui est le nôtre. Vous comprenez? Et donc, c'est bien que l'opposition puisse s'organiser. Et quand l'opposition, aujourd'hui, réclame l'audit de la LEPI, puisque ces membres n'ayant pas participé aux élections législatives, donc n'ont aucun représentant au sein de l'actuelle équipe du Conseil du COSLEPI. Oui. Voilà donc la revendication pour être sûr que la LEPI, la liste, elle est vraiment actuelle. Oui, mais madame, ça m'étonne. C'est à quel moment on fait l'audit de la LEPI? C'est prévu où? À quel moment? Nous sommes en janvier, là, madame. Nous sommes en janvier, les élections ont lieu en avril. C'est à quel moment on tient l'audit de la LEPI? D'où la toute première revendication, les assises. Les assises? Ah bon? Les assises pour faire quoi? C'est pour trouver le consensus, pour que la classe politique s'entende, pour qu'on discute mieux. Non, je crois que ces choses sont avancées, n'est-ce pas, pour montrer qu'il y a un problème. Sinon, je crois que les structures d'encadrement des élections sont en place, fonctionnent, travaillent à ce que les élections se tiennent. Vous avez vu, j'ai suivi votre émission tout à l'heure, vous avez observé qu'il y a une activité à flux tendu aujourd'hui à la Sénat. Et donc, mais les assises, c'est pour faire quoi? C'est pour dire que non, la Sénat n'est pas bonne, il faut la remplacer, ou bien on sera en train de tenir les assises au moment où la Sénat... la poser aux opposants qui revendiquent. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est que chacun s'organise. Chacun s'organise. Et c'est déjà bien que l'opposition ait commencé par s'organiser. Je voudrais les encourager à poursuivre, parce que ce n'est pas une tâche facile. Concilier, n'est-ce pas, les positions, discuter, s'entendre, parce qu'on a observé qu'ils n'ont pas pu s'entendre par le passé. Les raisons fondamentales qui ont motivé le choix de l'opposition de ne pas aller aux élections législatives, ce n'était pas les tests. C'était, visiblement, nous l'avons perçu, c'était parce que l'opposition n'arrivait pas à s'entendre. Ils ont tenté de s'entendre, mais nous leur souhaitons aujourd'hui de pouvoir s'entendre parce que les élections vers lesquelles nous allons sont des élections majeures. Donc, ils n'ont qu'à taire, dans une certaine mesure, leur ego, et c'est ce qu'on fait. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Union progressiste va participer à des concertations générales au sein de la mouvance pour dégager un candidat. Ce n'est pas chose facile. Et donc, à un moment donné, chacun essaye de taire un peu ses égos pour mettre devant l'intérêt général afin, n'est-ce pas, de perdre et de gagner. Et donc, je conseille donc, sur ma question précédente, c'est qu'on retient que l'audit de la LEPI à l'heure actuelle, c'est, je ne veux pas dire du dilatoire, mais c'est impossible. Non, je ne suis pas... il ne revient pas à un parti politique de décider de l'audit de la LEPI ou autre. Ce n'est pas notre prérogative à l'Union progressiste. Et nous pensons tout simplement que le timing... Pour pouvoir faire tout cela, il faut peut-être aller vers le consensus et aller au dialogue pour... Mais à quel moment? Madame, les élections présidentielles que nous allons tenir prochainement sont prévues de longue date. Mais à quel moment on commence pas à nous demander qu'il faut aller aux assises nationales? Il faut faire... C'est à quel moment, madame? Si on veut, d'ailleurs, il y a, comment on dit, des dispositions d'un certain nombre de conventions que nous avons signées, que le Bénin a signées, notamment celle relative à la CEDEAO, qui nous interdit de toucher à notre dispositif électoral. C'est de là que je parlais de consensus. Si le consensus, il est trouvé... non, mais quel consensus vous voulez bien en parler. Mais quel consensus vous voulez que nous, à l'Union progressiste, on se mette à chercher aujourd'hui, alors que actuellement, pendant que nous parlons, les assises d'hier continuent pour évaluer nos structures sur le terrain.
Évaluer nos structures pour voir ce qu'il faut faire pour que, ces élections qui viennent là, que nous puissions avoir une contribution significative. C'est ça aujourd'hui la question qui nous préoccupe. Et on ne nous distrait pas en nous demandant de... C'est de la distraction. Mais c'est de la distraction. À mon avis, c'est de la distraction. Nous, on a commencé par préparer les élections présidentielles depuis plusieurs années. Si nous avions accepté de nous mettre ensemble pour créer l'Union progressiste, ce n'est pas sans regarder que en 2021, il y a les élections présidentielles. Chacun est venu sur la table de négociation qui a conduit à la création du parti avec tous ces éléments-là. Donc, ce n'est pas à 3 mois qu'on nous dit que, bon, voilà. Non, nous sommes aujourd'hui engagés, d'accord, dans un processus et nous avons prévu des étapes à passer. Au nombre de ces étapes, je n'ai vu nulle part, un processus qui recherche un consensus. Je n'ai pas vu du tout, quelque part où il est prévu que la LEPI va être auditée, je ne l'ai pas vu. Et donc, nous, ce n'est pas notre préoccupation aujourd'hui. Vous êtes focus sur la suite dont on va parler à présent. Sur la suite, après la désignation de votre candidat. Après la désignation de votre candidat, nous sommes en ordre de bataille. Nous nous organisons sur le terrain. Nos structures, très rapidement, vont être, n'est-ce pas, actualisées s'il le faut, parce que je vous ai dit, l'évaluation est en cours. Et donc, il y a tellement d'activités à mener d'ici là que de nous distraire dans des... Et donc, je crois que l'opposition a fondamentalement à s'organiser. Vous avez salué cette organisation, justement. Est-ce qu'il y a une autre organisation à non, attendez, madame, ce n'est pas ce que vous avez vu à la télé. Hein? Ah non, attention. Vous êtes membre de l'opposition. Je suis membre de parti politique et je sais un peu tout ce qu'il y a à faire. On se présente à la télé, on montre des images. Derrière ça, il y a une grosse activité à mener de concertation. Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Mais attendez, sur la simple question de dire qui va être le candidat, autour de cette seule question, vous imaginez un peu tous les développements, tout ce que ça peut créer. Donc, il y a à se focaliser, à se concentrer là-dessus pour avancer. En tout cas pour nous, nous avons réussi de façon consensuelle à désigner un candidat au poste de président de la République. Il reste le second volet pour lequel nous ne sommes pas seuls. Nous allons nous engager dans une concertation avec la mouvance présidentielle pour dégager la personne. Et vous-même, vous savez que chacun vient à la table de négociation avec ses ambitions. Absolument, puisqu'on a... Et donc, c'est déjà un élément de concentration pour nous. Vous comprenez que après ça, nous devons contribuer à la victoire, etc., etc. Et donc, je crois que ce n'est pas les choses qui se disent là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Une élection présidentielle, c'est une élection majeure. Et un parti politique qui veut concourir, qui veut contribuer, qui veut avoir une part significative, n'est-ce pas, au résultat, à 3 mois de l'élection, ne s'amuse pas. Et donc, nous avons notre agenda que nous tenons. Agenda, je vous le dis, qui n'a pas pris en compte les activités que vous développez. Mais nous sommes une entité du pays. L'Union progressiste est un parti politique du pays et nous ne fonctionnons pas en vase clos. C'est d'ailleurs de cet agenda que nous allons parler dans cette dernière partie de l'entretien. Oui. Après l'activité d'hier, la session extraordinaire du bureau politique élargi, vous avez parlé de consultation, mais dès aujourd'hui ou demain, à quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce qu'on doit voir venir? Voilà. Non, comme je vous l'ai dit, l'Union progressiste est une grosse machine moderne. Une grosse machine moderne qui est, comment on dit, en action. Et donc, nous avons décidé de faire les choses dans les normes, avec beaucoup de compétences, beaucoup d'efficacité et d'efficience. Cela nous a conduit, après les assises qui ont permis, n'est-ce pas, de dégager le candidat, de décider d'évaluer nos structures sur le terrain. Comme je vous l'ai dit, les camarades sont actuellement en assises pour poser les vraies questions relatives à l'efficacité
de nos structures sur le terrain. Et donc, les résolutions qui vont sortir de ces assises-là vont nous permettre, n'est-ce pas, d'agir sur le terrain. Et vous savez que le plus difficile, quand on est un grand parti, le plus difficile, c'est d'agir efficacement sur le terrain. Et donc, nous allons retourner vers nos structures qui existent déjà. Vous savez, l'Union progressiste a prévu désigner les membres de ces structures par élection. Parce que nous sommes un parti de masse. Et quand vous êtes un parti comme ça, vous avez plus, n'est-ce pas, de contraintes que les autres. Et donc, nous irons à défaut, si les assises nous demandent de mettre en place les structures, ce sera les quelques semaines qui vont venir, qui seront mises à profit pour installer, dérouler le processus, c'est-à-dire faire élire les membres de nos structures et les installer. D'accord? Et donner mandat à ceux-là d'animer le volet Union progressiste de la campagne électorale. Beaucoup d'activités, hein? Beaucoup d'activités. Vous comprenez, madame, qu'on n'ait pas le temps de discuter de choses inutiles. Donc, vous voyez que c'est une grosse activité. C'est des choses qu'il faut faire avec beaucoup de réussite. Vous imaginez si vous constituez mal, n'est-ce pas, les structures à la base, un parti comme l'Union progressiste, qui est un parti de gauche, un parti de masse, a des problèmes si on ne réussit pas ces aspects-là. Mais ça, ce sont des activités internes à votre parti. Vous ne pouvez pas juger inutile ce qui... Non, nous ne faisons pas tout cela. Les revendications nous ne faisons pas tout cela. Ce sont vos activités internes, monsieur Soso. Ça, ce n'est pas pour le peuple béninois, c'est votre parti. Non, justement, nous le faisons. C'est vraiment interne, mais c'est ce qu'il faut faire pour contribuer efficacement. Vous êtes d'accord avec nous que si nous constituons notre liste, c'est-à-dire le président de la République et son vice-président, ce n'est pas la fin du monde. Quand vous finissez cette étape-là, vous revenez pour prendre, n'est-ce pas, l'élan qu'il faut et pour faire élire cette liste-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous nous mettons en ordre de bataille, nous créons l'efficacité en notre sein pour que, lorsque nous allons nous mettre avec les autres partis qui concourent à l'élection de notre ticket, que nous puissions être efficaces en leur sein. Ou du moins que nous puissions être ceux qui créent l'efficacité. Parce que si nous restons en désordre et que nous allons au sein d'une équipe de la mouvance, ou que nous travaillons aux côtés des autres pour que le président soit élu, nous n'allons pas être efficaces. En vous demandant la suite, c'était plus pour savoir le processus, les consultations vont démarrer quant à la proposition du colistier. Et ça, c'est ce qui intéresse le Béninois, vos activités internes. Non, vous avez certainement imaginé qu'on n'a rien fait avec les autres et que c'est à partir d'hier que nous nous mettons à les consulter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est convenu que nous allions nous concerter. Et les concertations, elles démarrent quand ou il n'y a pas encore de date? Elles ont déjà démarré. Vu que vous êtes du bureau politique. Oui, mais je dis ça a déjà démarré. Les concertations ont déjà démarré. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend pour démarrer demain, non. On a commencé par se parler. On sait à peu près, vous les avez cités d'ailleurs, les partis politiques avec lesquels nous avons discuté. Non, vous les avez cités, je vous le dis, vous les avez cités. Donc, on sait de quoi il s'agit et les concertations, ce n'est pas après demain, non, ça a déjà démarré et c'est en cours. Et ça va aboutir, la fumée blanche, elle est pour quand? Je ne vous savez, c'est des choses... Je ne demande pas le nom, mais la date. Justement, vous savez, ce genre de choses, vous pouvez le réussir en une journée comme vous pouvez le réussir en 3 jours. Et donc, vous êtes en porte-à-faux lorsque vous avancez des jours. Mais le temps presse, monsieur. À partir du 1er, on attend les déclarations de candidature. Je vous ai dit, il y a un timing qui est réservé, préparé pour ça, et nous allons le respecter. Ça va venir au moment juste où il faut, pour que ce ne soit ni trop tard, ni trop tôt.
Donc, vous fonctionnez d'accord dans avec un agenda bien précis, si je vous comprends. Bien Alors, sûr. Monsieur Sessou, Oui. dernière étape, c'est le bilan du président Talon que vous avez choisi. Parce que c'est certainement ce bilan que vous allez exposer aux Béninois pour qu'ils puissent vous offrir cette victoire, peut-être avec le chef de l'État. Oui, madame. Je crois que l'Union progressiste n'est pas allée au choix du président de la République, le président Patrice Talon, par hasard. Nous avons bilané le quinquennat qui s'est ouvert le 6 avril 2016 avec aux commandes le président Patrice Talon. Et le bilan a été un bilan élogieux, un bilan largement positif. Et c'est sur cette base que l'Union progressiste a décidé de porter son choix sur le candidat Patrice Talon. Alors, le bilan a été positif et ceci dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et c'est pourquoi vous avez vu au cours de nos assises, nous avons suivi, n'est-ce pas, un compte-rendu du rapport sur le bilan des 5 ans. Vous savez, moi j'ai eu la curiosité d'aller voir un peu les autres présidents quand ils avaient voulu entrer en fonction, quels avaient été les choix décisifs de politique qui avaient été proposés au peuple. Quelles avaient été les choses que ces présidents avaient promis, n'est-ce pas, réaliser. Donc le projet de société. Le projet de société. Et j'ai regardé aussi un peu les discours d'entrée en fonction des présidents. Parce que c'est un acte décisif, c'est un acte majeur. Celui qui prend les rênes du pays, qui prête serment, qui prend la parole et qui vous dit « je ferai, je ferai, je ferai pour le pays ». Et quand on a regardé ça, j'ai constaté que les choses qui ont été dites depuis le président Soglo jusqu'au président Patrice Talon ne sont pas si différentes que ça. La volonté de rayer la corruption, de faire en sorte que cette gangrène-là, n'est-ce pas, ait peu d'impact sur notre évolution, sur notre efficacité, cette volonté-là. Tous les présidents l'ont manifesté. Je me rappelle, le président Soglo avait dit « faire rendre gorge ». Mais le constat, chaque année, ou si vous voulez, de mandat à mandat, c'est que ça n'a pas été suivi d'actes. C'est clair. La différence majeure aujourd'hui, c'est que le président a dit et il s'est mis à faire. Si vous regardez dans tous les compartiments de notre vie sociale, économique et institutionnelle, le président s'est mis à faire ce qu'il a promis de faire. C'est ça la grande différence. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que il y a une lutte farouche qui se mène contre la corruption. Ça, tout le monde le dit. Sur tous les autres plans, nous avons commencé avec beaucoup d'efficacité. Nous avons commencé notre marche vers le développement, comme le président lui-même l'a reconnu. Moi, je l'ai suivi dans sa tournée. Il a été très modeste dans la présentation qu'il fait des choses qui ont été réalisées. Et je crois que c'est bien de reconnaître que c'est tout le peuple béninois qui a travaillé à l'atteinte de ces résultats-là. C'est tout le peuple béninois. Parce qu'à un moment donné, un président l'a voulu et un peuple l'a accompagné. Pas sans difficulté. Pas sans difficulté. Nous reconnaissons que ça a été vraiment difficile.
Nous serrons toujours la ceinture. Oui, le président lui-même nous a avertis, un peu comme sur un vol où on veut faire des, comment on a dit, on nous a demandé de serrer, voilà, des turbulences, on nous a demandé de serrer la ceinture. C'est la preuve que le président a vu venir les difficultés. Il sait très bien que les objectifs que nous nous sommes fixés là, pour les atteindre, que ce sera difficile. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas, alors qu'on a de bonnes intentions pour le peuple, pour le pays, qu'à un moment donné, on tienne compte de tel ou tel aspect et qu'on renonce à ses objectifs initiaux. Et c'est ce que le président a fait. Vous voyez, la dernière fois, j'allais vers Père aux Pierres. J'arrive devant la bourse du travail, c'était coincé, impossible, le feu qui est devant la pharmacie Canguezo, c'était coincé, j'ai passé 1 ou 2 minutes. Quelque chose m'a dit, mais attention, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas vers Père aux Pierres. Mais il y a un autre choix. Et il y a une grande voie maintenant qui passe à côté de la bourse du travail. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ce bilan que vous allez exposer au Béninois très bientôt. Mais c'est ce bilan qui est l'élément fondamental, n'est-ce pas, de notre argumentaire, n'est-ce pas, devant les électeurs. Il y a bien entendu d'autres éléments, mais c'est ce bilan-là qui est l'argument phare. Et tous les Béninois, des 77 communes de notre pays, ont vu les actions du chef de l'État. Il n'y a pas de commune, il n'y a pas de partie du pays qui soit exclu des actions du chef. Vous voyez la modernisation. Aujourd'hui, vous demandez aux entreprises comment elles payent leurs impôts, elles vont vous dire. Aujourd'hui, les actes administratifs, demandez-nous comment, moi je suis fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, vous ne courez plus après les collègues du ministère des Finances pour avoir vos actes. C'est automatique. Oui. La dématérialisation. La dématérialisation. La dématérialisation. Et de façon, comment on appelle, très efficace, ces genres de choses ont été réalisées sans tambour ni trompette. Oui, nous avons avancé. Oui, nous avons avancé. Ça, il faut le dire avec beaucoup de fierté. Nous avons avancé et l'Union progressiste a eu raison de dire qu'il n'est pas possible d'arrêter la dynamique. Il faut poursuivre la dynamique, madame, et il faut consolider les acquis. Oui, nous allons travailler, en tout cas, pendant les 3 mois qui viennent. Nous avons déjà travaillé abondamment, l'Union progressiste. Nous ne sommes pas un parti, comment on appelle, ce n'est pas un club électoral. Nous sommes un parti politique, né depuis quelques années. Et nous avons beaucoup travaillé, nous sommes restés présents sur le terrain jusqu'à maintenant. Nous allons capitaliser nos acquis sur ce plan, de sorte à apporter une contribution significative aux élections qui viennent là. Parce que nous voulons que la dynamique se poursuive et qu'elle nous permette, n'est-ce pas, de consolider ces acquis. Vous savez, quand vous consolidez les acquis que nous avons maintenant, la marche vers le développement est une marche fluide. C'est une marche où le regret devient plus difficile. Et c'est ça que nous voulons faire. Et c'est ça qui a motivé le choix que nous avons opéré sur la personne du président Patrice Talon. Monsieur Ernest Guillaume Sossou, je le rappelle, vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste. Nous allons conclure cet entretien. Ah, déjà? Oui, le temps passe vite. Ben écoutez, je n'ai pas eu... nous avons démarré sur des chapeaux de roue. Je n'ai pas eu le temps de présenter mes vœux à nos compatriotes. Je voudrais, pour cette année 2021, souhaiter que Dieu nous donne la santé, la prospérité, et que sa grâce nous couvre, de sorte que dans notre pays règne la paix. La paix, que nous puissions traverser les périodes de turbulence avec beaucoup de sérénité, et que le développement que nous appelons de tous nos voeux puisse également être au rendez-vous à travers nos actions, à travers nos idées et nos réflexions pour notre pays. J'ai vu ici, dans la maison ETélé, j'ai vu une équipe très jeune à l'œuvre. Et franchement, je voudrais
C'est la première fois que je viens sur vos plateaux. Je voudrais vous encourager. Je vous ai vu travailler d'arrache-pied. J'ai suivi quelques émissions déjà à la télé. Je voudrais franchement vous encourager. Vous faites un travail formidable. Merci bien. Vous faites un travail formidable et je m'identifie très facilement à cette équipe à cause de la jeunesse de l'équipe. Et donc, je voudrais que nous puissions ensemble contribuer au développement de notre pays. Vous n'avez pas idée de la contribution que vous apportez. Permettre au peuple d'avoir l'information, c'est une part importante dans la marche de notre développement. Et donc, je voudrais très franchement vous encourager à poursuivre. Je voudrais que des débats contradictoires mettent sur le plateau des acteurs politiques. Et que on en fait, monsieur. Bien sûr, juste après nous, derrière, il y a le duel. Je voudrais faire partie de vos invités prochainement, parce que cela, c'est d'ailleurs l'œuvre que la jeunesse doit, n'est-ce pas, contribuer à bâtir. Nous devons faire en sorte que le débat contradictoire se mène dans notre pays, et c'est de ça que jaillit, n'est-ce pas, les belles idées, que jaillissent les belles idées et les belles réflexions pour notre pays. Alors, je voudrais franchement vous remercier pour l'invitation. L'Union progressiste est prête. À chaque fois que vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous expliquer, pour vous dire comment nous concevons, comment nous, comment nous regardons, n'est-ce pas, notre pays et quelles contributions nous voudrions bien apporter. Merci donc pour cette disponibilité renouvelée et merci également pour vos bons voeux. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris, l'entretien de ce dimanche 17 janvier 2021, c'est la fin déjà. Mon invité du jour, Ernest Guillaume Sessou, qui, je le rappelle une fois encore, est membre du bureau politique de l'Union progressiste qui a désigné hier son candidat qui n'est personne d'autre que le chef de l'État. Nous avons parlé de ce choix, nous avons également parlé de la déclaration de Patrice Talon pour être candidat à sa propre succession. Alors, à quand la fumée blanche pour le colistier de Patrice Talon? Nous l'avons entendu, ce sera pour très bientôt. De toutes les façons, les consultations ont démarré, nous a rassuré notre invité. L'entretien de ce jour, c'est tout pour donc aujourd'hui. Retrouvez juste derrière moi François-Xavier Noumon avec ses invités pour le duel. Après, vous aurez bien évidemment l'hebdo des éditorialistes, le bulletin d'information et puis toute l'équipe revient pour le débrief. À tout à l'heure donc.